Du coup, on est assez content d'accueillir Jean-Marie Perdry, qui est artiste et qui fait vis-à-vis la communauté design écologique probablement un des projets les plus intéressants du moment. Enfin, connaissant un peu la matière moi-même, vu ce qui se passe aussi à l'échelle globale, on peut dire qu'il est quand même à la hauteur du moment. Et surtout parce que il a créé une certaine paradoxe qui est une écologie qui se crée à travers une économie locale. Enfin, déjà, l'écologie et l'économie, c'est en soi des adversaires. Mais donc au Burkina Faso, ça peut se faire. Et donc je laisse la parole à Jean-Marie. Applause, 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 applause. Et donc, bonsoir. T'appuies sur quoi? Oui, donc moi je suis artiste plasticien, je suis sculpteur. Je vais vite faire un petit comme ça d'où je viens. Je suis diplômé en 89. J'ai fait les Arts Déco de Strasbourg et j'ai commencé un travail ma sculpture avec un travail très processuel où j'allais travailler dans des fonderies. Donc, je faisais des pièces en imprimant dans du sable, en coulant, et j'ai commencé à travailler dans l'espace post-soviétique. J'avais été invité en 90 à exposer au Musée russe à Leningrad. J'ai rencontré un contexte comme ça, ma génération d'artistes dans cet espace, et j'ai fait pas mal de projets, de déplacements en Serbie pendant l'embargo, en Géorgie, dans le Caucase. Et au Burkina Faso, moi j'y suis arrivé par hasard en 95, un premier voyage, j'étais au RMI, j'avais pas d'argent, j'avais un peu de sous, j'ai passé 3 mois et c'est un pays qui m'a beaucoup plu. Sur place, j'ai essayé de bricoler, de faire des choses et ils ont une tradition du bronze, d'artisans bronziers, ils font des figures à la cire perdue avec des moules en argile et crottin, enfin c'est assez joli mais c'est des petites pièces. J'ai essayé des choses et j'y arrivais pas. Moi, j'avais l'habitude de faire un travail non figuratif sur des grosses quantités, avec des gestes, des choses physiques, etc. Mais voilà, j'ai tissé des liens avec des personnes qui ensuite m'ont rappelé. Moi, j'étais en France et ils avaient des soucis, des problèmes d'argent, ils me demandaient. Et j'essayais de maintenir et de commencer à faire des choses avec eux. Le bronze, c'est arrivé difficilement, plus tard. Mais il y a un moment, le papa de mon partenaire, Salif, m'a envoyé une petite pièce qu'il avait fait en fondant des vieux déchets de plastique, des seaux, des choses comme ça, dans une boîte de conserve à la braise. Et il faisait des petites figures. Et moi, à l'époque, comme sculpteur, j'avais pas d'atelier. Je trouvais que c'était pas la peine, j'ai pas d'économie dans mon travail, donc de louer un atelier pour y faire quoi, demander une bourse, etc., ça me faisait chier. Donc je faisais des chantiers, je mettais de l'argent de côté et je me déplaçais avec un schéma productif. Donc je suis allé au Burkina Faso une première fois, en 2002. Et j'ai commencé à fabriquer des figures en plastique en répliquant un totem, un bois sacré, en multiples. Donc c'était ça. Donc l'original est une figure en bois. Elle est très phallique, c'est un ancêtre. Moi je l'ai hérité de ma famille. Et c'est une pièce, normalement, on égorge du sang de poulet et on a un enfant. Je l'ai répliqué en multiples comme ça. Et c'était vraiment le tout début où il faut commencer à avoir de la matière, il faut trouver comment on le moule, il faut trouver des agents démoulants, il faut piger comment ça marche, etc. Et j'étais assez content, ça reste une sculpture, mais c'est déjà un substitut du bois. Je me suis dit, si je l'agrandis, que je retourne ça, j'ai un poteau pour la construction. Et donc, voilà, le matériau me plaisait et je suis retourné pour faire des poteaux pour la construction et puis différentes pièces, des djembés aussi. Donc, je vais montrer une série de photos. Voilà.
Donc ça, c'est les tout premiers djembés que j'ai faits. Ça, c'est un modèle d'assemblage avec les poteaux. Voilà, donc je me suis dit, il y a un vrai intérêt à trouver une économie qui prend du déchet, qui les transforme en substitut du bois. Là, je reste toujours un peu à côté de la plaque. Voilà les technologies, par exemple, des moules en argile. L'idée, c'est vraiment faire en low-tech. Voilà. Et donc ça, on est en 2006. Je vais vous montrer un petit film à ce moment-là. Ça, c'est un petit film de présentation 2006. Dans de nombreux endroits en Afrique, les déchets en plastique sont jetés dans la nature et laissés à l'abandon. Chaque village offre le spectacle affligeant des débris de sachets plastiques jonchant le sol. Les pays en développement et ceux du Sahel ont toutes les difficultés à maîtriser la gestion et le traitement de leurs déchets. Au Burkina Faso, à Koudougou, l'atelier du Yambadé travaille sur un projet artisanal de recyclage de ces déchets plastiques. Cette expérience associe, dans le cadre d'un partenariat, une famille de bronziers traditionnels, Ousmane Dermé et son fils Salif, ainsi que Jean-Marie Perdry, artiste plasticien vivant en France. La recherche s'oriente vers la fabrication de divers objets utilitaires à usage local et en particulier d'éléments de construction qui remplaceront le bois de plus en plus soumis à une surexploitation dans toute la zone sahélienne. La simplicité en moyens techniques et le faible coût d'investissement sont une priorité à la mise en place d'une transformation capable de s'appuyer sur le secteur informel et de créer une économie éthique et solidaire. L'atelier de Koudougou réalise des prototypes de poteaux et effectue des tests et des mesures afin de cerner la solution et d'adapter la production aux contraintes locales. Ces contraintes concernent avant tout l'assurance d'un approvisionnement régulier et suffisant en déchets qui repose sur le coût attractif proposé à l'achat de la matière plastique à recycler. D'autre part, il s'agit de maîtriser le processus, le coût de la transformation, la solidité ainsi que la résistance des produits dans le temps. Le poteau en plastique n'aura pas à supporter des charges lourdes et servira à la construction de hangars paillés ou recouverts de tôle. À cause des termites, ces mêmes constructions en bois durent rarement 2 années. La production rationnelle des poteaux demande la mise au point d'un four très simple, capable de fondre 500 kg de plastique par jour. Le
moulage du poteau en série peut s'obtenir à l'aide d'une presse manuelle fixe et d'un jeu de plusieurs moules en rotation. Dans ces conditions, un atelier pourrait produire jusqu'à 30 poteaux par jour et devenir une activité rentable. La conception et la fabrication de l'équipement indispensable ainsi que la mise en place de la collecte dépend maintenant d'un financement à venir. Le procédé de recyclage des déchets en poteaux pourra être diffusé selon certaines modalités le plus largement possible à travers de nombreux ateliers dans tout le Sahel et apportera une solution adaptée et pérenne au problème des déchets. L'atelier Yambadé fabrique aussi un instrument de musique, le djembé, qu'il peut produire en série dès maintenant. Dans un seul tronc d'arbre, on sculpte en moyenne un seul grand fût comme celui en plastique. Le djembé est l'instrument musical le plus vendu au monde. En France se vendent au moins 10 000 instruments chaque année. Cette situation alliée à la misère est la cause d'une déforestation massive. Bon, en fait, le djembé en bois ne peut jamais disparaître. Parce que le djembé en bois était là depuis longtemps, depuis que je suis né. C'est un truc familial, toute la famille. La musique me fait parler de plusieurs choses, ça me fait rappeler de plusieurs choses. Mes grands-parents, mes grands frères, tout le monde, mon village, tout. Ça c'est le djembé en bois, ça c'est le djembé en plastique. Tu tiens un arbre à côté d'un djembé, c'est vraiment dégueulasse. Or que les djembés en plastique, ce sont des sachets qui font des salutations dans le pays qu'on utilise pour faire les djembés. C'est trop différent. Quand le djembé en bois ça tombe, ça casse. Mais le djembé en plastique, c'est tombé devant moi plusieurs fois. Il n'y a rien qui se fait. On peut faire 5 000 djembés ou 10 000 djembés à l'atelier pour envoyer par les conteneurs. Guem est un grand percussionniste de renommée internationale. Depuis 2 ans, il teste les djembés en plastique et encourage la démarche. Ce nouveau modèle qu'il utilise est aussi le résultat de ses conseils. Voilà, je mets comme ça, comme la banane. Tu fais ça, tu touches. Déjà, ça fait toc-toc. Voilà. Ça sonne. On le sort. Voilà. Moi je pense que c'est une correcte. Et le son est très bon. J'ai joué tout à l'heure avec. Hein. Donc il y a, pour moi c'est totalement valable. Très bien, très bien. Il y a tout. Il y a le son, tu as les graves, tu as les aigus, on peut le porter, donc on peut le poser comme ça aussi. Donc, Ouais. et qu'on laisse un petit peu le bois pour l'Afrique, parce que l'Afrique, il n'y a plus de bois. Et s'il n'y a plus de bois, s'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de vie. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de vie. Et moi, cet instrument, il me plaît, et on peut faire plein de choses. Après, on fera des bongos, des congas, tout ce qu'on veut. Ok. Voilà. Toi, le prochain modèle, avec les améliorations que tu m'as indiquées, tu es prêt à, de temps en temps, l'utiliser sur scène Bien ou... sûr, avec plaisir. Super. Et si après, on me l'amène, je joue sur scène avec tout ça. Génial. Et ça avec plaisir. Merci, Guem. Voilà, et bon courage, et c'est bien de faire des choses comme ça. La solution Yamba Plast de traitement des déchets plastiques peut tout à fait se développer dans toutes les économies informelles des populations subissant le fléau de la pollution des plastiques. Le djembé en plastique est déjà reconnu comme un instrument de grande qualité par des musiciens de haut niveau. Outre l'économie de la coupe d'un arbre, le djembé témoigne d'une étonnante nouvelle vie des matières fatales de notre société et de la victoire sur les sachets,
selon le slogan du projet. Yamba plastique! Yamba plastique! Yamba plastique! En Afrique! Au nom des plastiques! Au nom des plastiques! Yamba plastique! 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 Yamba. J'en suis là en 2006, donc j'ai fait les yabas, les poteaux, je ne maîtrise pas l'économie, j'ai fait les djembés et je fais ce petit film. Je n'ai pas encore les données du projet, c'est encore un peu flou, mais je vais voir l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'ADEME, donc je vais voir l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui ont un département déchets pays tiers. Et après une année comme ça d'interférences, de relations, ils décident de faire une expertise. C'est-à-dire qu'ils envoient mettre 30 000 €, 2 cabinets, vraiment des missions pour vraiment comprendre comment dimensionner ce projet. C'est-à-dire là, l'atelier il est à Koudougou. Comment vraiment sur toute la filière, c'est-à-dire le résultat de l'expertise, si je le résume, c'est que si on produit 6 djembés par jour à Koudougou, ville de 140 000 habitants, on collecte 20 tonnes de déchets plastiques par an. C'est 40% du gisement de la ville. À l'achat du plastique, 100 francs CFA le kilo, la coopérative participe à la moitié du budget municipal alloué à la collecte des ordures. On 100 tonnes de bois sur pied. J'ai un bilan énergie, un bilan de développement durable et surtout, par cette expertise, une compréhension des leviers, des logiques, des mécanismes, de quelles sont les politiques publiques sur les déchets, les problèmes, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre sur la pollution des sachets, en tout cas pour les plastiques, c'est que l'industrie ne sait rien faire avec ce matériau. C'est-à-dire qu'il est étiré, on s'en sert beaucoup, toute la nourriture est conditionnée dans le plastique. En Afrique, tout l'eau qu'on boit est conditionnée dans du plastique, c'est à usage unique, il est jeté, la matière s'envole, les animaux le broutent, il y a une grosse surmortalité dans l'élevage, ça bouche les canalisations, donc il y a tous les problèmes de santé qui sont liés à cette pollution, maintenant qu'on perçoit bien. Et le plastique, nous on se le fait, aujourd'hui on est livré régulièrement donc sur l'activité, j'y viendrai après, on a arrêté les djembés, etc. On fabrique du mobilier scolaire. Un mètre cube de sachet, ça pèse pas 100 kilos, 80 kilos. Donc il y a une matière, c'est comme la plume, donc qui est volumineuse, peu de poids, donc un surcoût de transport, et surtout qui ne sait pas retourner dans une filière classique industrielle de production, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'extruder. La matière est trop sale, elle est bourrée de poussière qui est très abrasive et on ne peut plus le chauffer dans une vis sans fin, ça détruit toutes les machines, quoi. Donc c'est vraiment le problème qu'a tout le monde sur la... Et nous, on passe par en dessous, c'est-à-dire que c'est fondu à la main. Là, vous avez vu, dans toutes les recherches, on a des bidons coupés en deux, on brûle du bois, c'est ridicule. Aujourd'hui, on a au gaz, etc. Là, c'est une étape, j'étais dans une étape de recherche. Voilà. Moi, j'espère. J'ai dû arrêter le djembé pour une raison simple, c'est que le marché en France, il faut l'exporter. Donc, il faut remplir un conteneur, c'est beaucoup d'argent. Il faut un fonds de roulement sur une production de 6 mois. Et il faut tout un réseau de distribution. Je pensais l'avoir. C'était une des conditions pour l'ADEME et ça n'a pas marché. Je ne suis pas un businessman. On a laissé tomber ça. Et on a gagné un premier prix, l'innovation, la Banque mondiale. J'étais un petit peu je me suis mis en retrait, en tout cas, sur le plastique. J'ai continué à aller au Burkina Faso, à fabriquer d'autres choses, dans le même contexte, fabriquer mes sculptures, des bronzes, d'autres pièces en plastique, etc. Et à partir de 2015, je reviens sur ce projet en décidant qu'on allait fabriquer du mobilier scolaire, une table d'école. Donc la table d'école, elle est telle qu'elle est en usage au Burkina Faso. On remplace juste le bois par des éléments en plastique. Et donc on fabrique 30 tables bancs et on les donne à une école. Ça, c'est en 2015. Et on fait une cérémonie et on invite le ministre de l'Environnement, le ministre de la Culture, de l'Éducation,
Voilà, donc ça l'objet me plaît beaucoup parce que la table, on la connaît, elle est issue de la colonisation, c'est Jules Ferry, c'est celle qui est toujours en usage. Et donc là, maintenant, nous, on a vraiment... et donc, suite à cette production-là, j'ai obtenu une aide de Lafayette Anticipation. Et là, j'ai pu installer, sur la base de cette production et de l'expérience qu'on avait, vraiment l'organisation d'un atelier qui, là, devient sur le coup très rationnel. C'est-à-dire qu'on sait fabriquer 6 tables par jour, 6 à 8 tables par jour. J'ai le bilan énergie, on a besoin de 4 gars. Voilà, donc ça, c'est la cérémonie. C'était le jour où, c'est après les attentats de Ouaga, il y avait Manuel Valls le même jour, donc on a eu des problèmes pour avoir tous les ministres. Moi, je retourne là-bas, mais lui, il n'y va plus. Voilà. Et donc, sur la table, là, les données commencent à être très, très précises. Le Burkina, c'est un pays de 20 millions d'habitants. La moitié de la population a moins de 18 ans. Ils ont un déficit d'1 million de tables par an. À Ouaga se fabriquent tous les ans 100 000 tables. Donc là, nous, on a juste fait la démonstration d'une petite structure qui achète 300 kilos par jour, qui recycle 24 tonnes dans l'année, qui fabrique 800 tables. Chaque habitant produit 700 tonnes de déchets, 700 grammes de déchets jour. Les plastiques qui nous intéressent, ils sont 5% du poids. Il y a un taux de collecte de 50% sur les ordures. On sait maintenant que dès qu'il y a 20 000 habitants, on peut mettre une petite structure comme celle qu'on a expérimentée à Karpala. L'investissement matériel, il est remboursé au bout d'une année de production. On gagne 10 € de bénéfices par table. Ensuite, donc ça, c'est un petit peu toutes ces données-là. Nous, on est en train de chercher à répliquer ce petit atelier pour le faire plus grand, donc de travailler sur 1 tonne jour, pouvoir faire 4000 tables par an. Ça, c'est l'objectif. Je viens d'obtenir un financement pour ça. Et ensuite, de faire de la formation professionnelle pour répliquer. Donc, toute l'expérience est devenue une expertise. Et en fait, sur le secteur déchets, c'est vraiment une solution qui peut vraiment aller partout. C'est-à-dire que c'est l'économie du projet qui est très, très viable, quoi. Ça, c'est les grandes lignes. Je sais pas, j'aimerais bien des questions un peu, sinon je tourne en rond. Actuellement, il y a combien de fabriques de ces tables actuellement? Nous, on est le seul. On est le seul. On a fabriqué depuis avril 500 tables à peu près. Donc on remplit nos commandes. On s'est rapproché du ministère de l'Environnement, de grosses ONG, etc. Donc ça y est, le projet est reconnu. J'arrive à trouver maintenant un peu des financements, en fait. Et là, vous les montez dans quelle ville? Là, nous, on est à Ouagadougou. Là, la fabrication a changé. C'est-à-dire que le plastique est chauffé par du gaz. C'est important de dire que c'est un produit qui est moins artisanal que ce qu'on avait au début. Voilà, là moi je monte pas trop, de toute façon on garde un petit secret de nos trucs, c'est-à-dire que le process en lui-même, c'est une recette simple, mais si on veut vraiment monter les choses, etc., il faut qu'on garde un petit peu. Je sais pas s'il y a un brevet là-dessus, c'est la difficulté. Mais la plaquette, elle est pas là. Ouais, moi j'ai un espèce de document sur comme les choses très, très conceptuelles sur le projet là. Mais peut-être tu peux aussi montrer, tu avais fait des pièces artistes plutôt en art, avant d'arriver à ça, avec des peaux de vache. Ouais, il y a un moment, si je fais le tambour, par exemple, je vais dire que je vais faire l'anti-tambour, par exemple. Un anti-tambour, c'est ça. C'est un petit film téléphone. Hein. En fait, au lieu de tendre une peau sur une forme, c'est la peau qui met en forme. Une peau de chèvre, on va mettre du plastique, je vais faire la forme. Comme on fait une saucisse. Ouais.
Moi, j'ai adoré ça. À un moment, j'ai rencontré toute cette matière organique, peau crue, etc., qui est très liée à un contexte africain. Ici, c'est impossible d'avoir accès à une peau. Il y a une réglementation sanitaire, etc. Donc ça, je les réplique. J'ai fait ça avec peau de vache, peau d'âne, peau de chameau. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai mis en forme et que je retire la peau, j'ai un peeling. C'est-à-dire que j'ai tous les poils d'une bête sur mon objet. Là, on va le tirer et le mettre en forme. Je vais passer. Voilà, donc ça me fait des sculptures comme ça. Ça, c'est le poil d'une vache. On voit la colonne vertébrale là, de la vache, la tache plus claire. Avec la chaleur, la peau, elle réduit des 2/3. Donc c'est comme une vache réduite, en fait. Mais il y a autant de poils. Hein. Ouais. Tu connais les têtes de la vieille charité? Hein? Tu connais les têtes réduites de la vieille charité à Marseille? Non. Il y a une très belle collection de têtes réduites. Ouais, mais c'est ça, dès que la peau, dès qu'elle se dessèche, elle... Bon, ça, c'est dans la sculpture, dans les choses aussi qui m'ont permis de buzzer un peu. J'ai commencé aussi à faire des choses que j'appelle les bronzes à la chair perdue. C'est que je prends la vraie tête d'un animal. Elle est surmodelée en argile et crottin. La pièce est brûlée et j'ai un moule qui est très important. Je le remplis de charbon. Je brûle le charbon comme pour fondre le bronze et je coule mon bronze dans les os, le charbon, les cendres, toutes ces escarbilles. Et donc il y a des manques. Et puis c'est assez drama. Là, j'ai un âne, un cheval, un chien, une demi-chienne. Voilà, le bronze à la chair perdue. Donc, mais ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, moi, il y a eu des moments où je trouvais pas les financements sur le projet réellement du plastique, mais je pouvais continuer à aller au Burkina Faso et à maintenir du lien, trouver mon économie, savoir faire passer d'un domaine à un autre. Et en échange du développement du projet, mes partenaires, ils m'ouvrent leur système. C'est ça que j'aime là-bas. Il y a une dimension politique, anthropologique, il y a plein de données comme ça. Donc j'aimerais bien revenir vraiment maintenant sur les enjeux du recyclage. Ouais. Ça, c'est un marché à Ouagadougou. C'est tous les trucs pour la sorcellerie. Donc il y a tout ce côté avec la matière organique, les animaux, les machins, ça m'avait assez intéressé. Moi j'ai vraiment les deux directions. Il y a une dimension vraiment de la fabrication de pièces en série. Plus moi ça m'avait intéressé. Il y a toute la dimension à un moment dans la sculpture qui m'a intéressé. C'est tous les mouvements des avant-gardes soviétiques comme ça, du constructivisme, etc. C'est-à-dire tout ce qui concerne le multiple sans fin, tout ce qui est d'un processus vertueux, etc. Je trouvais que le contexte africain sur les plastiques, cette transformation en low-tech, c'est devenu une donnée fantastique aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de aussi savoir passer entre des objets symboliques et des choses qui sont vraiment dans le réel. C'est-à-dire la force d'une expertise, par exemple. Quand on connaît sur nos transformations, quand on valorise l'État burkinabé, par exemple, a investi ces dernières années beaucoup d'argent pour collecter les plastiques. Il y a des associations, il y a des centres de tri, il y a des gens qui voyagent avec des charrettes et des ânes, etc. Toujours en resituant dans leur économie. C'est-à-dire que si des données en France, vous avez une idée de combien coûte le traitement d'une tonne de déchets? Et c'est à peu près 1 euro le kilo. On est à 1 000 euros la tonne. Toute la filière de recyclage, l'organisation d'une poubelle bleue, d'une jaune, d'une verte, son transport. Je veux dire, en France, le plastique qui sert à l'incinérateur. C'est la matière du combustible pour toutes les poubelles vertes, par exemple.
la mise en place d'un incinérateur, c'est de l'argent énorme. Une ville comme Ouaga n'a toujours pas d'incinérateur, par exemple. Comme n'a pas d'égout, comme... Voilà, donc on travaille dans une économie ou dans un contexte de pays vraiment qui ont d'autres problèmes, quoi. Moi, j'aimerais bien des questions un peu, sinon je vais balancer des trucs. Dans la fabrication, ça pollue beaucoup de faire refondre le plastique comme ça. Moi, une des premières choses que j'ai faites c'est-à-dire quand je me suis, après les totems, quand je me suis lancé sur les poteaux, j'ai collecté des plastiques, le sachet noir qu'on voit le plus souvent, et puis ensuite en ramassant du plastique, en les fondant, donc d'avoir une espèce de mélange. Je suis allé voir la Caisse régionale d'assurance maladie en France, la CRAM. Et en fait, ils ont un laboratoire de toxicologie. Ils sont capables de venir dans une entreprise, faire des mesures, savoir sur la santé du travail ou des choses comme ça. Et donc, ils ont accepté de me faire un test de dégradation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on respire quand on fond le plastique. J'ai un agrément. Il faut savoir, c'est qu'à la fonte des plastiques, il faut savoir les repérer. C'est très dangereux de fondre du PVC. Ça dégage du chlore, qui est le gaz moutarde. Mais sur les polyéthylènes, polypropylènes, il n'y a pas de problème. Si nous, on les fond, on les brûle un petit peu, mais on est en plein air. On n'est pas dans des espaces confinés, donc on respire pas la fumée. Et pour votre santé à vous, oui, mais pour l'environnement, par contre, est-ce que ça n'a pas des conséquences, justement, de voler du plastique? Parce que dans les incinérateurs, il y a des filtres, quand même. Oui, mais nous, on ne le brûle pas, puisqu'on récupère la matière. En fait, toutes les logiques, moi, le chauffer. En fait, ce que j'ai compris, là aussi, en fréquentant toutes ces ONG qui sont spécialisées dans tous ces problèmes de valorisation des déchets ou de comment ils se financent, etc. La plus grosse masse des déchets, c'est organique, par exemple. Si vous laissez cette masse organique naturellement se décomposer, vous allez produire du méthane. Si vous prenez cette masse-là, vous l'aérez, vous la traitez, vous allez produire du compost. Mais le compost ne produit pas de méthane. Le méthane est 70 fois plus polluant que le CO2, comme gaz à effet de serre. Il y a des crédits carbone, etc. Donc en fait, on va étudier deux scénarios. Un scénario où le projet n'intervient pas, un scénario où le projet intervient. Donc nous, dans notre cas, un scénario où le projet n'intervient pas, c'est que les déchets plastiques sont laissés dans la nature. Donc là-dessus, il y a des problèmes pour la santé, il y a des problèmes pour l'élevage, etc. Il y a un scénario où nous, on les achète. Donc si on achète 1 tonne jour, par exemple, on ne compte pas 360 jours dans l'année. Il y a 3 mois où on n'a pas d'activité à cause du régime des moussons. Donc, sinon, tous ces jours-là, tous les autres jours, on valorise 1 tonne jour. Donc pour 100 000 francs CFA le kilo, etc., qui lui revient remplacer du bois. Alors effectivement, il y a un peu de fumée. Sinon, ce plastique, soit il reste, soit il est brûlé. Mais quand il est brûlé, c'est beaucoup plus polluant, puisque c'est tout du CO2, etc. Nous, on le dégrade un peu, on n'a pas des moyens avec des fours super précis. Le problème du plastique, c'est que c'est un matériau qui conduit très mal la chaleur. Donc il faut beaucoup, ça prend du temps. La chaleur ne passe pas au travers. Donc il faut le chauffer longtemps pour le fondre. Si on chauffe vite, on va le brûler avant que la chaleur se répande, par exemple. Donc ça c'est tout un tas c'est une cuisine en fait. Aujourd'hui on travaille sur des grandes bassines en tôle. Tout le matériel est fait sur place, des presses qui sont à vis comme ça, des gros moules en tôle. Ah ben voilà. Il y a un moment, j'ai fait... Ah oui, ça, c'est assez drôle. Entre le moment où j'ai fait les djembés et le moment où j'ai fait les tables, j'ai fait des djembés comme des sculptures. Donc en disant, je vais le faire énorme. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est aussi pour vous montrer un peu le niveau à la fois de réalisation, de type d'artisanat. On est dans le low-tech, mais quand même, on peut faire des choses vachement bien. Donc j'arrive avec un compas, qui est cette pièce-là, que je fais tourner sur une structure qui me permet de faire une contreforme, qui est l'intérieur du djembé.
Puis ensuite, je retire un des fers, là. Je peux passer une couche de terre. Qu'on graisse à l'huile de vidange. Et après, je vais faire 2 contreformes. Et donc là, j'ai un moule. Ça, on fait ça en 3 jours. On est nombreux, quoi. Et puis, je peux le charger en plastique et le presser avec des grandes sangles acryliques. Voilà. Donc ça permet ensuite... Là, je vais effrayer tout le monde. Parce que là, ouais, là, on est hors contexte. C'est-à-dire que... mais j'ai jamais mobilisé autant de monde que sur cette pièce-là. C'était la fête. On travaille comme ça 1 heure par jour. On a je sais pas combien de marmites. Là, on est vraiment dans la fumée, mais on ne fait pas ça longtemps. Je veux dire, c'est 1 heure, quoi. Puis après, on boit. Mais on ne travaille plus comme ça maintenant. On est au gaz, on maîtrise la chaleur. Là, on n'avait toujours pas les choses au gaz. Donc, il y a la fumée du bois, la fumée du... trop de chaleur, etc. Voilà. Ça, c'est mon équipe. Et puis ensuite, le montage. Et c'est là aussi qu'est parti le truc avec la matière organique. C'est que je vais à l'abattoir, quoi. Je récupère la peau du bœuf et ses couilles. Voilà, donc c'est... on est dans du gros bazar, quoi. Voilà, et les couilles sont accrochées en bas. Ouais, je m'amusais bien, quoi. Mais après, ça buzz, je trouve ça c'est intéressant, parce que d'un côté, je sauve, puis de l'autre côté, il y a le massacre de l'animal, et donc il y a tous ces paradoxes d'information, quoi. Donc sur la sculpture, c'est bien, quoi. Voilà, et j'ai même un petit film où il y a Losso, là, le gars du film d'avant, qui joue avec. C'est Losso Big Drum. Non. J'aurais peut-être dû mettre des petites cresses.
Là, ouais, mais aujourd'hui, on a un financement pour répliquer l'atelier Carpala x5. Mettre en place aussi une convention avec un avocat sur place. Pourquoi un avocat? Hein? Pourquoi un avocat? En fait, nous, on veut répliquer le procédé. Nous, quand on forme quelqu'un, il ne puisse pas nous faire directement concurrence, qu'on puisse aussi rester fédéré. À un moment, toute la masse des plastiques recyclés par le procédé puisse être comptabilisée. Une mutualisation, en fait. Et ça vous dirait, par exemple, d'exporter le projet dans d'autres pays, pas forcément qu'en Afrique, en Asie? Moi, je connais bien le contexte africain. Donc celui-là, je sais que ce qui marche au Burkina peut marcher en Côte d'Ivoire, au Bénin. Là, on nous a demandé 100 000 tables au Bénin. Ils sont fous, on n'est pas capable. Je veux dire, ça, voilà. Le pays du Sahel, c'est bien parce que quand il fait très sec, c'est facile de ramasser les plastiques. Ils sont dans un bon état. Je pense que le climat est très important. Si c'est un pays, un climat humide, ça ne se passera pas la même chose. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'est de diversifier un peu la production. Là, cette table, elle est très carcérale en fait. Elle est, It's 18 hours. Ça veut dire quoi? C'est l'ordino qui parle. Ok. Voilà. Et puis faire un peu d'études sur du design en fait. C'est pas directement mon domaine, mais comme je connais bien le matériau, les formes possibles, les types de moules. Moi, j'aimerais adoucir les formes, mais après, il faut rester dans le cadre de ce qu'on a. La démonstration qui a été faite avec les tables, c'est que si on substitue le bois par du plastique, on garde un bénéfice au prix des marchés publics. Mais ça, on peut pas tellement s'écarter de ça, quoi. Mais aussi, tu parlais avant de politique et de la France, c'est-à-dire que là, tu es dans un cadre où ce genre de choses soit possible. C'est quoi ton regard sur, par exemple, la France vis-à-vis ces développements où on voit de plus en plus l'arrivée des démarches pour lutter contre la pollution? Mais c'est le problème du Burkina Faso, le problème politique du Burkina Faso est quand même beaucoup plus compliqué. Le Burkina Faso, c'est l'ancienne Haute-Volta, qui s'est appelé Burkina Faso après une révolution. Thomas Sankara, sandiniste, un militaire qui prend le pouvoir pour arrêter la corruption et vraiment travailler pour le bien des populations. Il s'est fait assassiner en 88 par son bras droit, Blaise Compaoré, qui est resté au pouvoir jusqu'en octobre 2014, où une insurrection populaire type printemps arabe le chasse. La France l'exfiltre par hélicoptère. La France était derrière Blaise Compaoré pour assassiner Thomas Sankara. C'est assez compliqué, je veux dire, la relation France-Afrique, c'est à la fois il y a le meilleur de ce que peut être de la coopération. Il y a vraiment des gens qui connaissent très très bien, anthropologiquement, en finesse, les besoins du pays, et en même temps des rapports économiques qui sont les plus sales. Je veux dire, l'argent de la France-Afrique, c'est un niveau de corruption terrible, quoi. En tout cas, tu as eu des propres expériences qui t'ont fait un peu aigrir ou... Non, moi je suis assez autonome, c'est-à-dire que comme tout ce projet-là, je l'ai développé, toute la recherche-développement, moi à partir de 2002, je la fais sur mes propres fonds. C'est pas des sommes énormes, chaque voyage c'est 2000 €. J'arrive en travaillant, en ne payant pas d'atelier à mettre cet argent de côté et aller... Et puis par une petite régularité comme ça à monter du projet. À un moment, quand les choses deviennent tangibles, je gagne une expérience. Il n'y a pas beaucoup de projets. Aujourd'hui, je trouve du financement. J'ai appris à le faire, et aussi parce que la valeur de ce que je fais, elle est reconnue. Mais sinon, c'est pas simple. Il suffit pas de dire j'ai envie de faire ça pour qu'on croie. Après, l'Afrique, moi, ça m'intéresse parce que j'ai quand même accès à une autre civilisation dans ma langue. C'est assez troublant aussi.
Voilà, donc il y a tout ce décalage comme ça, culturel, mais de grande proximité. Je trouve voilà, je suis à l'aise, quoi. Et tu n'as pas parlé en fait aussi du fait de remplacer le bois. Si je l'ai dit un peu. Ouais, par exemple, la valorisation économique. Je sais que par exemple, nous, on s'est approché. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui essayent de fondre le plastique, le lier avec du sable pour faire du parpaing, par exemple. Ou des pavés. Ça, il y a beaucoup de projets. Mais ils ne sont pas rentables. Ils ne sont pas rentables parce que le marché, si les pauvres ne vont pas utiliser un pavé en plastique, ils vont garder une dalle ciment. Et les riches, ils vont prendre du carrelage chez le Libanais. Tout de suite, ces nouveaux riches clinquants dégueulasses. Et si ce n'est pas une politique publique, une mairie qui décide d'installer une place, un truc, un machin, voilà, de prendre le même matériau et de le transformer en substitut du bois, c'est un peu plus compliqué. Le sable aide beaucoup. On a fait des essais en mélangeant du sable, en mélangeant du copeau. Enfin, au départ, il y a eu aussi toute une recherche sur le matériau, sa transformation, qu'est-ce qu'on peut lui ajouter. En fait, on a compris, non, on a le plastique, juste le plastique fondu, comme ça, en substitut du bois, c'est ce qui nous convient le mieux, quoi. Ce plastique, on le voit toujours brut, est-ce qu'on peut le peindre? Est-ce que les tables, on pourrait le peindre? Ousmane a fait des sculptures en peignant le plastique. Ouais. Non, après. Nous, il sera tout le temps noir, parce qu'au contact de la plaque en tôle, à cette surface-là, il y a toujours une dégradation, et le noir de carbone, c'est un colorant très, très puissant, quoi. Ce que j'expliquais aussi, c'est que nous, au début, ce qui est difficile, c'est de passer d'une activité de recherche à une activité régulière. Donc, tous les enjeux aujourd'hui sont dans des contractualisations. Il faut qu'on fasse une contractualisation auprès d'associations qui nous approvisionnent régulièrement. Quand on commence à être approvisionné régulièrement, on commence à avoir une matière de bonne qualité. Parce que tout le plastique qui n'est pas bon, on le met de côté, on leur redonne quand ils nous ramènent et on le déduit de l'argent qu'ils nous ont... voilà, donc c'est là, il faut tous ces mécanismes qui fait qu'à un moment, on monte en qualité. Nous, dès qu'il y a de l'eau dans le plastique, on ne va pas le fondre, il va falloir l'évaporer. Puis c'est très étanche, donc on a vraiment la qualité sur l'approvisionnement du déchet, elle est essentielle. Ce secteur-là, sur la valorisation, c'est là où on est les plus forts. C'est que des programmes pour ramasser du plastique, il y en a plein, mais on ne sait pas le transformer. Nous, on sait le transformer. Voilà. On sait même, j'ai même l'expertise aujourd'hui pour dire comment s'y prendre à Ouaga. Ouaga, il y a 4 millions d'habitants. On part de l'unité Karpala qui fait ses 6 tables par jour, qui en fait 600 dans l'année. On multiplie par 5, on a un centre qui fait 1 tonne jour, on fait 4000 tables dans l'année. Si on multiplie par 20, on est à l'échelle du gisement et on est à l'échelle des besoins en table. Tous ces chiffres correspondent. En fait, tu disais que tu n'es pas businessman. En même temps, tu connais très bien en fait, tous les chiffres qu'ils ont associés en fait, à ce... Ça, c'est c'est l'expertise de l'ADEME. Et en fait, tu dis aussi toujours nous, donc c'est avec les gens avec qui tu travailles là-bas, mais aussi ton intérêt, c'est d'aider les gens là-bas sur place, parce que toi, tu ne vas pas devenir riche avec ces affaires qui tournent là-bas, mais là-bas, tu crées une économie. Ça, c'est le problème. Il y a une différence de niveau économique tel, hein, par exemple. Moi, j'ai un désaccord où je suis associé au tiers des bénéfices avec mes partenaires. Donc, quand même, quand on a une structure qui fait 4000 tables dans l'année, ça commence à être une somme, c'est-à-dire 40 000 euros. Moi, je suis au tiers, il n'y aura pas tout à fait ça. Mais si, avec ça, j'ai le salaire d'un prof débutant. Voilà. Et puis, en Afrique, on est roi du pétrole. Mais c'est bon, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas changer les données économiques, quoi. Je ne peux pas être plus gourmand non plus, sinon on ne va pas s'entendre. Mais je trouve mon intérêt, puisque... et là, après, c'est en étant un peu plus malin, c'est comme artiste, c'est d'utiliser le développement de l'outil de production, par moment, le détourner sur ma production artistique. Parce que là j'ai un crédit. C'est comme ça que je peux faire, quoi. Ou sur de la réplication.
Moi j'aimerais beaucoup aussi qu'on m'invite avec des partenaires burkinabés pour aller montrer la solution à Madagascar, au Bénin. Enfin, je peux m'inventer un travail, je pense. Mais les personnes avec qui tu travailles, ils n'ont quand même pas estimé de pouvoir générer une économie en ramassant des sachets et en les fondant dans les marmites. Pour eux, c'était quand même une nouvelle tâche, une nouvelle chose qu'ils peuvent en fait vivre de ça. On a mis du temps, nous on a mis 20. Enfin, je veux dire, moi, le partenariat, mon premier voyage, c'est 95. La première fois où je rencontre Salif, c'est 98. Aussi, une chose, j'insiste beaucoup sur ce projet-là, c'est que ça marche parce que moi, je vais au Burkina, mais quand j'ai fait les Yaba, par exemple, avec le coût de la production, Salif peut s'acheter son premier billet d'avion. Je lui ai financé, et je lui trouve son certificat d'hébergement. Donc moi, au début, je l'ai vraiment soutenu. Il a pu venir en France. En venant en France, il fait 5 voyages par an depuis 10-12 ans. Il s'est mis à faire des stages, bronze à la cire perdue, des workshops dans des écoles d'art. Il s'est mis à produire, comme moi, aussi une sculpture en bronze assez impressionnante. Il a des figures de 3 mètres de haut. Il les fait hors commande. Il est bien barré, Salif, quoi. Il est quand même... son père, Ousmane, a eu 2 femmes, ils sont 15 frères et sœurs. Salif est le cadet, le deuxième. Il a financé toutes les études, il a bientôt 40 ans, de ses frères et sœurs, etc. Donc, moi, je fais partie de la famille. Et aussi, comme il connaît ma vie en France, ça facilite les choses, parce que il sait très bien ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, par exemple. Mais je trouve que ça, c'est un point super important. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît aussi, c'est que je bricole de la mondialisation. Je dis souvent ça, il n'y a que ma génération qui sait faire ça. La génération de mes parents serait allée en Afrique comme des colons. Mes grands-parents, ceux de mes parents, ils seraient allés qu'avec la décolonisation, des idées politiques, etc. Mais là, d'une manière un peu plus allégée. Moi, je peux aller rendre visite et lui peut venir me voir. C'est quelque chose de très nouveau et d'unique dans l'humanité, en fait. Donc moi, je suis aussi très vigilant sur tout ce qui concerne un monde ouvert, où chacun peut circuler, quoi. Moi, j'aurais pas ça, mes partenaires ne pourraient pas venir en France, on aurait du mal, on s'entendrait pas. Quand tu dis Ousmane, c'est Ousmane Sow? Non, c'est Ousmane Dermé. Mon fils, son père était sculpteur. Mes partenaires sont traditionnellement, ils sont ou bronziers ou cavaliers. C'est très casté. Il y a des familles de griots, des familles de potiers, des familles de. Enfin, le contexte anthropologique, culturel africain, il est particulier. Pays qui change très vite. Moi, en 20 ans, je trouve que la société africaine a plus changé que la France, par exemple. Puis la pression démographique, le fait que ce soit des pays jeunes. L'arrivée de Facebook, c'est juste délirant là-bas. Ça fait 2 ans qu'on peut s'envoyer des images par téléphone. Avant, ça ne marchait pas. Merci Jean-Marc. Allez, confiant. Est-ce qu'avant, ils recyclaient quand même des... Est-ce qu'ils en faisaient quelque chose, des sachets, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de pays où il y a peu de moyens, donc on se dit qu'ils ont d'autres priorités. Mais vu qu'ils ont peu de moyens, ils arrivent à quand même recycler la matière, à les tresser et en faire... Oui, il y a des activités pour les tisser, par exemple. Les crocheter. Ils font des jolis sacs, mais en fait, ils ne sont pas à l'échelle du problème des déchets. C'est-à-dire qu'une production de sacs tricotés, si dans l'année, ils arrivent à faire 1 tonne, c'est énorme. Je ne suis même pas sûr que... Voilà. Nous, on sait qu'on peut aller devant les pouvoirs publics et dire aujourd'hui, moi je connais le gisement, la quantité de plastique et au regard des besoins au mobilier scolaire, etc., les échelles de valeur, les rapports d'investissement d'un atelier, la création d'emplois, enfin, toutes ces choses-là se coordonnent. Et c'est totalement imputrescible, ça disparaît pas du tout, ça s'altère pas du tout, surtout avec les climats là-bas. Moi, j'ai pas assez de retour d'expérience. Je veux dire, les plus vieilles tables, elles ont 6-7 ans, elles n'ont pas bougé. On sait qu'on est plus solide que le bois.
Et au niveau surface, en fait, j'ai du mal à imaginer. C'est très lisse, on arrive maintenant. En fait, c'est la qualité du moule qui donne la surface à condition qu'il soit préchauffé. C'est une moule en métal. Ouais. On a moulé dans tout. On a moulé dans de l'argile, on a moulé dans du ciment, on a moulé dans du plâtre, on a moulé dans de l'alu, on a moulé dans des pots, on a moulé dans... Vous avez une pression suffisante pour arriver vraiment lisse. Voilà. Il n'y a pas des photos de ces moules? Secret industriel. Il y a déjà montré d'autres photos. Le secret, c'est une vraie question, c'est-à-dire les brevets, là tout à l'heure tu disais, je sais pas trop pour les brevets, mais c'est quand même un peu la base des choses, parce qu'en Europe, il y a aussi des gens qui... Oui, mais on peut interdire à personne de fondre du plastique et d'essayer de voir comment il peut s'y prendre. Moi, ce que je sais par contre, c'est que l'atelier, c'est pas une personne, il faut 4 personnes qui travaillent ensemble. Il faut plusieurs marmites, il faut que le plastique soit prêt, coordonné, qu'il passe à la presse, etc. Donc c'est l'unité de production, elle est intéressante. Là, il se passe quelque chose. Une coordination de température. Ouais, c'est une coordination sur un travail comme ça. On va avoir un paquet d'expériences brûlage de plastique dans les ateliers de grosse fumée noire. Grosse fumée noire aluminium. Non, ce que je trouve surtout intéressant, c'est qu'est-ce qu'on pourrait apprendre en fait de ces expériences qui sont faites quand on regarde les images. D'abord, ça fait rire parce que c'est tellement banal et rudimentaire. Et à la fin, on arrive quand même à un résultat. Toi, tu as vu les polyéthylènes recyclés là. Ça paraît toujours simple, tu sais, c'est comme il y a un arbre. Avec toutes ces ramifications, là, il y a un fruit quelque part. Et puis une petite fourmi, elle est en bas. Je veux dire, vas-y pour trouver où est la cerise. Non, parce qu'une fois que tu as trouvé la cerise, pour descendre jusqu'en bas, c'est évident. La recherche, c'est tout le temps quelque chose comme ça. C'est que quand on sait rien au début. C'est vraiment, il faut des tests, on en a fait plein, quoi. La formation professionnelle, avoir des gars qui sont motivés. L'économie du projet aussi, nous un salarié, il est payé 3 fois le SMIC par exemple. 5 000 francs CFA par jour. Donc dans le bilan économique sur la production des tables, etc., on sait qu'il faut dégager cette valeur-là, quoi. C'est condition de la réussite du projet aussi. Et aussi qu'on soit vraiment... il n'y a pas d'écologie sans économie sociale et solidaire. Je veux dire, l'un va avec l'autre. On peut pas séparer ces deux notions, par exemple. Juste une question technique, en fait, encore sur les matériaux. La structure, du coup, c'est une structure métal qui porte la table. Oui. Et la faire intégralement en plastique. Est-ce que vous savez faire les poteaux en plastique? Ça, c'est la question que je me pose. Le problème, c'est que nous, on gagne plus d'argent en revendant la table sur le bénéfice qu'on fait avec le cadre qu'avec les plaques. Ah merde. Mais c'est parce qu'on a les plaques qu'on a le marché de la table. Voilà. Maintenant, pour le moment, on fait 100 tables par mois. On s'est déjà trouvé avec des problèmes d'approvisionnement en tubes métalliques. Tous les matériaux sont importés. Donc on peut avoir un intérêt à un moment à faire tout plastique. Mais voilà, ça c'est la prochaine étape. C'est soit essayer de faire tout plastique. Le mobilier du primaire, là, celui-là, c'est celui dont l'usage est le plus massif. Donc dès qu'on aura... là, on est en train de travailler avec des conventions, le ministère de l'Environnement qui veut nous laisser un terrain. Si on peut éviter d'acheter un terrain, de construire, d'avoir une convention, d'investir directement dans l'outil de production et de négocier avec les autorités de l'accès aux commandes publiques, sachant qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, s'ils ne nous payent pas, ils nous coulent. Enfin, moi, il y a un contexte aussi un petit peu complexe, mais ça devient vraiment intéressant aussi, ce jeu-là, quoi. C'est assez marrant de venir de tout en bas, comme ça, avec une pratique du secteur informel, etc., et d'être des interlocuteurs crédibles
face à toute cette superstructure, machin, etc. C'est un jeu rigolo. Mais ce marché que vous commencez, en fait, vous avez commencé avec l'architecture ou le BTP, ou comment dire, ça s'est complètement arrêté pour vous? Ben, moi, je sais que par exemple, un poteau en plastique, on peut le vendre 10 €. Et il prend quand même 15 kilos de plastique. Maintenant, je peux reprendre l'étude, mais je sais qu'on peut faire beaucoup de choses en plastique, des objets qui ont vraiment un sens, dont l'économie tienne vraiment la route, il n'y en a pas tant que ça. Oui, et puis qui portent symboliquement. Ouais, et qui portent le projet, quoi. On parlait souvent de financement là, dans votre message. C'est uniquement des financements publics ou il y a du privé qui vient dessus? Moi, j'ai eu, quand j'ai fait l'expérience de l'ADEME, qui était quand même des spécialistes du déchet, mais c'est une grosse machine institutionnelle, ça s'est mal passé, ils ont mis 2 ans avant de rendre un résultat. Ils ont conclu que le projet était viable, donc ils n'allaient pas me filer beaucoup de thunes, mais par contre, ils s'étaient voté un budget en interne de 100 000 € pour faire un film promotionnel avec Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, et moi, j'étais fixé comme commercial. J'ai dit non merci, enfin c'était pas des conditions, quoi. Donc, là je me suis dit, je connaissais pas, en fait moi je suis assez naïf, je découvre, quoi. J'ai pas fait HEC, j'ai pas eu d'idée de comment fonctionnent les administrations, les trucs, les machins, donc je le découvre. Ensuite, c'est plus facile avec des financements artistiques, par exemple. À un moment j'ai eu une aide de la FNAGP, Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques. Donc eux, ils m'ont donné les moyens de produire le moule pour faire les 30 premières tables. Bon, ces 30 premières tables, on ne s'est pas occupé du cadre, elles me plaisent, je trouve qu'il y a un côté, elles sont plus sculpturales, mais il n'y avait pas assez de fer dedans, tout le monde gratte en Afrique, tout le monde veut gagner plus, quoi. Donc si on n'est pas super exigeant, c'est la qualité qui tombe. Mais quand même, l'expérience était très profitable parce qu'on a commencé à comprendre quelle est la chaîne, combien de moules il faut pour arriver à un certain type de production, qu'est-ce qu'on peut espérer, la qualité, comment on l'obtient, etc. Trouver les outils à gaz, etc. Bon, ça, c'est le premier financement, c'était FNAGP. J'ai eu en 2017 un financement de Lafayette Anticipation. Voilà. Eux aussi, ils viennent me voir. Ceux qui veulent financer le projet, ça les intéresse beaucoup. C'est pas moi qui demande, c'est eux qui me demandent. On veut t'aider là-dessus, quoi. Moi, je leur dis qu'une aide ponctuelle ne me sert à rien, que c'est un projet de développement, qu'il faut se fixer une mission à terme. Donc, à terme, c'est équiper un atelier, obtenir une commande extérieure d'un lot de 100 tables et assister cette production et faire une synthèse, une publication. Je dis une somme, ils m'en envoient moins. Je dis ça vaut 25 000, ils décrètent que j'aurai 15 000. J'y vais, je fais l'atelier, je dépense les 15 000. Au moment de la commande pilote, il n'y a plus d'aide. Je leur dis qu'ils devraient, avec moi, anticipation, il n'y a pas eu. Voilà, c'est compliqué. On n'a pas tout. À un moment aussi, je pense qu'il y a les enjeux de communication sur tout ce qui est le greenwashing, etc. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui voudraient utiliser ce projet en termes de communication. C'est une bombe, ce truc. Mais justement, si moi je rentre avec des gros acteurs comme ça, c'est la fin du projet. Parce que nous, si on demande à quelqu'un de nous amener du plastique pour 100 francs CFA le kilo, mais qu'il apprend que je travaille avec l'AFP, l'Agence française de développement, la Fondation Hollande pour le développement durable en Afrique, ou un truc de la Macronie, c'est fini. Moi, je suis sous un robinet et celui qui va s'approcher de moi, il va vouloir goûter aussi. Donc, on ne tiendra plus les objectifs, quoi. Donc ça, c'est aussi des données délicates, quoi. Et là, le dernier financement, là, je l'ai obtenu du SICTOM. SICTOM, eux, ils font de l'incinération des ordures en France. Ils ont en tout cas tout le marché sur la région parisienne. Je pense qu'ils ont une action internationale aussi. Moi, j'ai eu le financement rapidement par une ONG Gévalor, qui est spécialiste sur la valorisation des déchets dans les pays du Sud. Ceux qui ont initié tout le plastique transformé en pavé, en sable, mais ils savent que ça ne marche pas bien. Donc il y a quand même des experts en développement qui connaissent maintenant la valeur du projet et qui savent m'orienter, parrainer pour trouver des financements.
En général, un SICTOM, il finance à hauteur de 150 000, 200 000 euros, mais il faut que ce soit une structure qui soit une autorité, comme la mairie d'Ouaga, un truc. Nous, on est juste un acteur privé, donc ils ont enfilé 30 000 euros, mais donc là, ils ont fait une exception. Donc à chaque fois, l'innovation, elle n'est pas simple, quoi. Les gens, ils savent pas trop comment l'attraper jusqu'à présent, quoi. Est-ce que vous avez des liens avec les fabricants de sachets plastiques à la base? Parce que je suppose que ces sachets, ils sont fabriqués dans des grosses usines. Ah oui, non, ça j'ai oublié de dire, au Burkina, il y a une loi qui interdit l'usage des sachets plastiques en polyéthylène, etc. unique. Toute l'eau qu'on boit est en plastique, juste elle est estampillée comme biodégradable. Non, le polyéthylène. Non, mais voilà, donc il y a un niveau de... voilà, il y a un déni de réalité, il y a un niveau de corruption, il y a un niveau de... en Afrique, c'est pas simple, quoi. Mais si c'est marqué dessus, c'est biodégradable. Ouais, voilà, c'est marqué dessus. Vous attendez pas assez longtemps. Après, s'il n'y avait pas de sachets, Yamade pourrait ne pas exister, ou est-ce que ça pourrait... Non, mais du coup, c'est compliqué parce que les usines d'eau, enfin les gros pollueurs de plastique, eux, ils sont dans un déni. Ils externalisent, ils veulent pas supporter le coût de leur pollution. Ils auront du mal, je veux dire, ou l'approche pour essayer d'obtenir une aide, etc. Ouais, mais en termes de com, ça peut aussi les... Moi, je pense que c'est mieux de s'appuyer parce que nous, on fait du mobilier pour les écoles, et c'est du mobilier qui va aussi dans les écoles publiques, etc. C'est les autorités locales. Nous, on leur offre un service, en fait. C'est ça qu'on doit valoriser. On traite, on valorise les déchets, on crée de l'emploi. Voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit sur ce secteur-là. C'est plus... De toute façon, ils ne disparaîtront pas si rapidement. Après, l'industrie, elle ne sait pas faire. Et même si elle apprenait à le faire, elle n'oserait pas rentrer justement parce qu'il y a la menace que d'ici 1 an, 2 ans, il y ait des législations très restrictives sur l'usage des plastiques et comment rentabiliser un investissement énorme qui a besoin de 10 ans, 15 ans. Là, sur le secteur déchets, ça va être compliqué, quoi. Puisqu'il y a cette incertitude. Est-ce que tu as toi-même un comportement plutôt éco-responsable ou c'est comment? Moi, personnellement, non. Moi, j'aime quand c'est sale. J'aime pas la Suisse. Moi, quand je suis en Afrique, je fais comme tout le monde. Hein. Je vais pas éduquer les gens à mettre dans la poubelle. C'est pas ma place là-bas. Je sais pas comment dire. Ouais. J'y crois pas. Enfin, c'est bien, mais je suis pas le. Ouais. Je suis pas très fort avec ça. Au moins c'est clair. Hein? Au moins c'est clair. Ça dépend des endroits. Quand un endroit est propre, on le salit pas. Quand un endroit est sale, enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça, non? Donc tu te sens bien à Marseille. Exactement. Ça me rassure. Ouais. J'ai horreur du trop clean aussi, ouais. Après, ce qui se passe ici, c'est plutôt la proximité à l'eau qui est notre problème, donc ça va être un problème des animaux, en fait, plutôt. Là-bas, c'est ce que tu disais aussi, pour l'élevage, c'est un problème. Oui, non, on dit le plastique dans l'eau, mais le pays du Sahel, il faut imaginer que pendant 6 mois, il n'a pas plu, la terre est sèche, il n'y a pas une herbe, il n'y a que des arbres, terre rouge, le plastique, il y en a de partout. Dans les villes, les caniveaux, il n'y a pas d'égout, il y a des grands caniveaux, ils se remplissent de plastique. Première pluie de mousson, il y a toute l'eau qui déborde, par exemple. Bon, merci beaucoup, Jean-Marie.